Oui, donc, coucou, vous m'entendiez pas. Donc, bonjour, j'espère que ça va bien. Donc, on commence le webinaire. Ça fait super longtemps qu'il est repoussé. Il était supposé avoir lieu au début du mois de février. Puis finalement, ben, on est au début du mois de mars. Ça va pas avoir été facile avec la maladie et tout ce qu'on a eu là, dernièrement, nous aussi à la maison. Donc, j'espère que vous allez apprécier. Vous pouvez écrire dans le chat si vous avez des questions, là, n'hésitez pas. Par contre, je ne verrai pas le chat durant la présentation visuelle. Donc, écrivez vos questions en essayant d'être le plus précis possible. Comme ça, quand on va revenir à la fin pour la période de questions, ben, je vais pouvoir là, facilement répondre, peu importe quand est-ce que vous avez posé votre question, là, si je suis capable d'identifier exactement c'est où. Donc, je vais vous partager mon écran pour qu'on vous puissiez voir la présentation visuelle. Et ensuite, on commence avec le contenu. Donc, on commence pour le webinaire Démystifions ensemble les allergies et les intolérances alimentaires. Donc, pour le programme aujourd'hui, je vais vous parler un peu de l'histoire de bien manger, de où c'est que ça part, de moi, mon histoire un peu par rapport à tout ça. Parce que je ne veux pas bien manger, ben, ça a commencé avec mes enfants. Donc, je vous explique un peu tout le processus qui a mené à la création de cette entreprise-là. Ensuite, ben, je vais vous expliquer c'est quoi une allergie, c'est quoi une intolérance, c'est quoi la différence entre les deux, parce que souvent, c'est quelque chose qui est très complexe. Et ensuite, je vous parle des symptômes. C'est quoi les différents symptômes selon les différentes sphères? Et on vient vraiment là, identifier chaque symptôme, c'est quoi les signes qu'on va observer pour savoir si oui ou non notre enfant a ce symptôme-là. Ensuite, je viens vous expliquer le processus. Vraiment, tout ce qui est le processus pour ce qui est de l'introduction, la réintroduction, la détection des intolérances, la rédaction du journal de bord. Là, vraiment, je vous explique le processus de A à Z, de quand on commence à alimenter bébé, donc à la naissance, jusqu'au moment où il n'y a plus d'intolérance, où tout est terminé. Ensuite, je vous explique un petit peu comment on s'adapte en cuisine. C'est pas à quel point c'est pas toujours évident de s'adapter, surtout de sortir de nos vieilles pantoufles pour mettre des nouvelles. Souvent, c'est ça qui est le plus difficile, sortir de nos vieilles routines, mettre du beurre dans le poêle. Souvent, on le fait de façon instinctive. Donc, des trucs aussi pour changer ces habitudes-là. Et ensuite, je viens vous parler des ateliers culinaires personnalisés que Bien Manger offre. C'est assez récent comme service, vu que Bien Manger est assez récent. Donc, je viens vous expliquer en quoi consiste ce service-là pour que vous sachiez un peu par quoi vous ennuyer. Donc, Bien Manger, ça sort de où? Donc, moi, j'ai toujours eu des allergies alimentaires. Je suis née en 93 et à 14 mois, ils m'ont détecté une allergie anaphylactique aux arachides. Donc, moi, ma mère ne m'a jamais mis dans une bulle de verre. Elle m'a toujours appris à moi-même faire attention à mes allergies. Elle m'a beaucoup sensibilisée par rapport à ça. Puis, j'ai jamais fait de réaction anaphylactique jusqu'à il y a quelques mois. Puis, c'est un contact là, avec quelque chose qui n'avait pas du tout rapport. Là, donc, j'ai vraiment toujours été habituée de faire attention avec mes propres allergies. Quand je suis arrivée à la puberté, j'ai commencé à avoir des réactions un peu bizarres. On ne comprenait pas d'où c'est que ça sortait. Après 3 ans de recherche, je me suis étouffée en mangeant quelque chose avec l'allergène à l'intérieur. C'est resté bloqué à l'intérieur de mon œsophage, fait je suis allée à l'hôpital, ils m'ont débouché, puis c'est là qu'ils se sont rendus compte que mon œsophage était rempli de cicatrices dues à des réactions anaphylactiques. Ben, pas anaphylactiques, mais des grosses réactions allergiques répétées. Fait que là, on m'a tout de suite transféré en urgence pour un test d'allergie et c'est là qu'on a découvert mon allergie à la moutarde, qui est maintenant anaphylactique aussi. Donc, j'ai toujours été dans le monde des allergies un peu contre mon gré parce que j'ai moi-même été dans le super move d'avoir des allergies. Fait que j'ai toujours été un peu là-dedans. J'étais déjà très sensibilisée à ça. Puis, tu sais, je savais que le terrain génétique était présent pour ce qui est de transmettre les allergies aux enfants. Donc, je m'en doutais un peu que les miens en auraient. Mais à Tommy, j'ai eu une super belle grossesse. Ça a super bien été. J'ai pas eu aucune complication jusqu'à la fin. Tommy, j'ai été déclenchée pour manque de liquide amniotique le jour de ma DPA. Donc, le jour de ma date prévue d'accouchement, on me passe un écho. J'avais plus de liquide, donc on me déclenche. Après 22 heures de travail, ça a fini en césarienne. Moi, l'important, c'était que mon fils allait bien.
C'est vraiment tout ce qui comptait. Donc, j'ai eu un super beau bébé de 6 livres 14. Il mesurait 20 pouces. Donc, j'étais vraiment très contente. C'est sûr que c'était pas vraiment ce que j'avais espéré, mais j'étais contente. Donc, à l'hôpital, je tente de l'allaiter. Avec la césarienne, c'est toujours plus difficile, les allaitements dans ce temps-là, parce que comme bébé n'est pas super bien préparé à la naissance, vu qu'il passe pas par les voies basses, souvent, c'est plus difficile. Et effectivement, ça a été vraiment très, très difficile pour Tommy. Déjà, dès les premières 24 heures, il se tortillait beaucoup, il avait mal au ventre, c'était des hurlements quand même assez intenses, là, quand même continuels pendant la première nuit. Donc, ça n'a pas été facile dès le début. J'ai été obligée d'exprimer mon lait à la main, de le donner avec une cuillère parce que ça ne fonctionnait pas du tout pour ce qui était de la prise au sein. Donc, quand on est retourné à la maison 3 jours plus tard, bébé prenait toujours pas le sein. Donc, quand l'infirmière est passée, elle m'a donné un tire-lait. Donc, j'ai décidé de faire du tir-allaitement. Donc, je tirais mon lait et je donnais au biberon. C'était de la job, c'était pas facile. Mais quand je suis arrivée à la maison, ma mère avait été familière aussi avec les intolérances chez un nourrisson parce que mon petit frère a des intolérances alimentaires aussi. Donc, elle m'avait dit tout de suite de commencer un journal de bord. Comme ça, si jamais il y avait des aliments qui ne passaient pas, ben, je serais capable de le trouver plus vite. Fait que j'ai commencé en arrivant à la maison. Comme de fait, on s'est rendu compte qu'il réagissait aux produits laitiers, au riz et au bœuf quand même assez rapidement, là, dans les premières semaines, les 2-3 premières semaines à peu près. Quand je mangeais ces aliments-là, les journées étaient vraiment pas le fun, les nuits étaient encore pires. Donc, j'ai coupé ces aliments-là, mais dans ce temps-là, on s'entend que je connaissais pas grand-chose aux intolérances alimentaires. J'avais pas fait de recherche particulièrement poussée dans le domaine, donc j'ai coupé les sources, mettons, de lait qui étaient vraiment claires. J'ai coupé le lait, la crème glacée, le fromage, le beurre, mais j'ai pas poussé vraiment plus loin que ça. Fait que ça n'a jamais été parfait. Après 7 semaines, Tommy ne faisait que hurler. Il hurlait des fois 20 heures sur 24. C'était vraiment pas le fun. Fait qu'on l'a transféré sur les préparations. Il a bu du Nutromigène. Ça l'a vraiment changé. C'était jamais parfait, mais c'était vraiment moins pire. Fait qu'on l'a gardé à ça. Plus le temps avançait, plus on s'est rendu compte que Tommy réagissait à certaines choses, mais pas à d'autres. En grosse quantité, ça passait pas. Fait que ça a été vraiment difficile. Mais vers 1 an, Tommy mangeait à peu près comme nous. On avait à peu près réussi à éviter toutes les intolérances. Il y a juste les produits laitiers qui étaient encore évités parce que ça causait trop de problèmes. Mais sinon, pour le reste, il était rendu qu'il mangeait à peu près tout. Le bœuf aussi, on y allait avec parcimonie. Puis le riz, ben, il en mangeait toujours pas. C'est les seuls aliments qu'on avait continué d'exclure. En plus des poivrons qu'on s'était rendu compte qu'ils réagissaient quand même pas mal avec des reflux. Fait qu'à 1 an, Tommy mange son premier gâteau parce qu'il y avait un trouble des textures avant ça. Moi, 2 semaines avant son anniversaire de 1 an, je pensais pas être capable de faire un gâteau parce qu'il y avait encore beaucoup de difficultés à manger ce genre de texture-là. Tout ce qui était biscuit, gâteau. J'étais sûre que je serais pas capable de faire un gâteau pour son anniversaire. Finalement, coup de chance, je sais pas s'il a senti mon inquiétude ou... en tout cas, il a voulu me donner un coup de pouce puis il a accepté la journée de son anniversaire de manger son gâteau, quoique il y en a plus qui s'est ramassé par terre que d'autres choses, mais ça, je pense que c'est le lot de tous les 1 an. Donc, on est rendu à 1 an, puis Tommy mange à peu près comme nous. Je passe quand même beaucoup de temps en cuisine parce que j'ai une garderie en milieu familial qui gère les intolérances de plusieurs petits poulets. Donc, vous voyez là, le genre de tableau que j'avais à la maison, donc les listes d'intolérances, les listes d'aliments permis pour chaque enfant. J'avais 6 enfants à la maison, dont 4 avec des intolérances. Donc, ça venait assez intense des fois de gérer les multiples intolérances de un et de l'autre. Parce que c'est pas facile, évidemment. Donc, la liste est quand même assez longue. Donc, c'est là que j'ai développé mon gros goût pour la cuisine, tu sais, vraiment de comment jouer avec la chimie des aliments en testant différentes recettes, différentes options pour remplacer tel ou tel ingrédient. Ça a été un peu une révélation pour moi, dans le fond. Fait que c'est un peu mon fils qui m'a ouvert la porte à tout le monde dans lequel je vis actuellement, qui me fait briller. Donc, je passais beaucoup de temps en cuisine, mais honnêtement, j'en passe encore beaucoup, puis j'aime ça. C'est ce qui fait que le quotidien devient moins lourd pour moi. C'est pas le cas pour tout le monde, parce que je sais que la majorité des gens passer 3 heures dans la cuisine la fin de semaine, ça les fatigue, c'est très lourd au quotidien.
Mais moi, à la longue, j'ai développé des trucs, puis c'est pour ça que j'ai créé les ateliers culinaires. Dans le fond, c'est vraiment pour partager mes trucs. Donc, on apprend ensuite que je suis enceinte de Lucas. Donc, bébé 2 est en route. Là, j'ai déjà eu une césarienne. Donc, ça s'appelle, on va tenter un AVAC. Donc, un accouchement vaginal après césarienne. Donc, on s'en va en maison de naissance. On a été suivis là-bas. Et on recommence là, pour bébé 3 qui est en route aussi. Donc, j'ai vraiment adoré mon expérience. Mais là, on se doutait bien qu'avec Tommy et ses intolérances et tout, que Lucas, ça serait exactement la même chose. Par contre, je tenais vraiment à allaiter Lucas. Je voulais vraiment essayer plus fort que j'avais essayé pour Tommy. C'était vraiment important pour moi. Je voulais tout faire pour que ça fonctionne. C'est sûr que, tu sais, j'étais un peu résiliée au fait que, ben, tu sais, si ça marche pas, je vais faire du tir-allaitement comme j'avais fait à Tommy. Puis, tu sais, je savais que c'était quand même possible que ça arrive. Je veux pas... En ce qui concerne Tommy, ça m'a fait comprendre beaucoup de choses avec la césarienne, l'allaitement qui n'a pas fonctionné. Ça a été un peu un coup de pelle au début. Ça te fait réaliser beaucoup de choses à ne pas prendre pour acquis. Donc, je prenais rien pour acquis avec Lucas, mais tu sais, je tenais vraiment à forcer un peu plus mon allaitement. Puis ça a super bien fonctionné. J'ai allaité Lucas pendant 10 mois et demi avec un régime d'effection absolument effarant. Après 2 mois, Lucas allait pas bien. Il y avait des coliques, en tout cas ce qu'on appelle des coliques. Moi, j'y crois pas vraiment. Mais il y avait des reflux, du mucus dans les selles, de l'eczéma sur tout le corps. Donc, ça allait pas super bien. Donc, j'ai coupé à poulet, carottes et patates pour l'allaiter. Et ensuite, ben, j'ai introduit tranquillement des aliments. Quand j'ai cessé de l'allaiter à 10 mois et demi, on était rendu à peu près une trentaine d'aliments. Puis dans les 30 aliments, ben, on compte le miel, l'huile d'olive, vraiment tout là, ce que je mangeais. Donc, je peux pas vous dire que ça a été un allaitement qui a été particulièrement rose à tous les jours. Il y avait beaucoup de périodes qui étaient difficiles. Puis c'est là que j'ai compris, parce que je l'avais pas vécu vraiment avec Tommy. Puis j'aidais vraiment beaucoup de mamans par rapport aux allergies et aux intolérances qui vivaient des régimes. Là, c'était très, très contraignant, beaucoup plus que ce que moi j'avais fait. Puis, tu sais, oui, j'étais là pour les encourager. Je savais à quel point c'était difficile pour elles, mais tu sais, quand tu le vis, c'est jamais la même chose. Là, j'ai compris. J'ai vraiment compris à quel point un régime à 10 aliments, ça peut être vraiment pénible pour les mamans qui allaitent. Surtout quand, tu sais, moi, j'ai développé beaucoup de techniques dans la cuisine qui fait que même, tu sais, un aliment, je peux en faire souvent plusieurs choses. Donc, j'ai appris à diversifier mes techniques tu sais, pour avoir différentes textures, différents goûts, ce qui fait que c'est moins plate de manger tout le temps les mêmes 10 aliments. Mais tu sais, c'est pas tout le monde qui a cette habilité-là en partant. Donc, c'est vraiment là que je me suis rendu compte. Non, j'ai dit là, il faut que je fasse quelque chose pour aider les mamans qui vivent cette situation-là. Ça n'a pas de sens parce qu'on n'a pas de soutien souvent des environnements médicaux. Fait que là, j'ai vraiment décidé de, OK, non, c'est beau, je fonce, puis je crée Bien Manger officiellement. Bien Manger, au début, c'était une page Facebook que j'avais créée un peu après la naissance de Tommy. Quand j'ai ouvert ma garderie quand Tommy avait 5 mois. Fait que j'ai ouvert Bien Manger, la page Facebook, un peu après, parce que toutes les recettes que je trouvais cool sur Facebook, autant pour la garderie que pour mes enfants, puis c'était des recettes de toutes. Là. Il n'y avait pas d'intolérance dans ce temps-là. Il n'y avait aucune gestion de ce côté-là. Mais je faisais juste garrocher toutes les recettes que j'aimais et que je voulais essayer. J'ai fait des albums avec des images Pinterest de trucs qui étaient cool, comme les présentations, des affaires comme ça que je voulais essayer puis que je trouvais le fun à faire pour les enfants de la garderie. Puis tranquillement, ben, le nombre de likes a comme vraiment monté rapidement. Quand j'ai décidé de créer mon blog à moi, j'étais déjà rendue à presque 1200 likes sur la page, puis pourtant, j'avais jamais écrit un article à moi. Là. Je faisais vraiment juste garrocher des recettes que je prenais sur plein de sites différents, puis que je trouvais, moi, qui étaient intéressantes, autant niveau présentation que saveur. Puis, ben, ça avait vraiment monté. Fait que là, j'ai décidé de lancer mon blog. Donc, avec mes recettes que j'avais adaptées en fonction de Tommy puis des enfants de la garderie qui avaient des intolérances. Puis là, ben, là aussi, j'avais fait sur mon premier blog, j'avais au-dessus d'une centaine de recettes. Puis là aussi, le nombre de likes, plus ça allait, plus le nombre de likes montait. Les gens aimaient vraiment ça, avoir mes recettes. Puis je les partageais dans des groupes d'allergie. Puis ça pognait vraiment, le monde était vraiment content, puis ça les aidait vraiment. Fait que je me suis dit qu'il y a moyen de faire plus que ça pour aider. C'est beau des recettes,
Mais c'est souvent, les gens vont trouver ça vraiment difficile de détecter les intolérances. Après ça, de savoir c'est quoi les ingrédients qui sont à éviter. C'est bien beau de savoir que ton fils réagit aux produits laitiers, mais on s'entend-tu que les produits laitiers, c'est pas juste marqué lait dans les ingrédients. Donc, je trouvais ça difficile pour les mamans. Fait que je voulais vraiment aller plus loin. Je voulais vous aider plus juste en vous garochant des recettes. Fait que c'est là que j'ai décidé de créer le service de consultation en ligne, le journal de bord personnalisé, les ateliers culinaires. Là, on est en train de monter des ateliers thématiques aussi. Donc, vraiment, d'aller chercher des choses pour vous aider le plus possible. C'est vraiment ça qui m'a motivée de vous aider parce que je l'ai vécu au début. Puis, j'ai pas eu de soutien, moi, de mon médecin parce qu'elle connaissait pas plus ça que moi. C'était pas qu'elle voulait pas, tu sais, elle est super gentille, mon médecin, mais elle savait pas c'était quoi. Elle comprenait pas. Puis, tu sais, elle, juste de lui dire que les protéines, mettons, du lait de vache passent dans le lait maternel, elle dit, mais voyons. Elle dit, c'est pas fait pour ça. Elle dit, normalement, ton intestin est supposé le fractionner. Oui, en effet, ton intestin est supposé le fractionner, mais quand ton intestin est poreux ou que la mère elle-même a un petit système digestif magané, c'est mon cas, okay? C'est pour ça que mon fils réagissait à beaucoup de protéines dans mon lait, ça passe dans le lait. Ce qui fait que pour l'enfant, des protéines qui ne sont pas fractionnées, il n'est pas capable de gérer ça. C'est trop raide sur son système, ça amène des réactions qui ne sont pas le fun. T'sais. Fait que je l'ai vécu, je suis passée par là. Fait que c'est pour ça que quand j'ai eu l'opportunité de le faire, j'ai dit non, go for it, on fonce. Puis j'ai créé Bien Manger, que vous connaissez aujourd'hui, dans le fond, là, avec tous nos services puis tous nos produits. Donc, on va continuer. Dans le fond, on va parler du contenu maintenant. Parce que c'est pour ça que vous êtes là, vous voulez apprendre sur les allergies et les intolérances. Fait que je ne ferai pas juste vous parler de moi. Donc, maintenant, on va démystifier un peu les allergies. Donc, il y a plusieurs types d'allergies, ainsi que plusieurs niveaux de réaction. Fait que on s'entend-tu que c'est comme vraiment facile de commencer à se perdre? Puis là, je ne vous mentirai pas, j'ai imprimé mes notes parce que j'ai vraiment beaucoup de contenu à vous donner. Donc, si vous avez un papier, un crayon, pas trop loin, puis que vous voulez vous prendre des notes, gênez-vous pas. Le webinaire va vous être envoyé aussi en rediffusion par courriel. Donc, si vous allez pouvoir le réécouter à votre guise après. Mais si jamais là, vous voulez prendre des notes, c'est le temps. Sortez vos papiers puis vos crayons parce que là, on rentre dans le concret. Donc, qu'est-ce qu'une allergie? L'allergie, c'est vraiment une réaction excessive du système immunitaire. C'est une réaction qui est non désirée. Mettons, quelqu'un qui est allergique aux arachides, son système, au lieu de dire, non, c'est juste un aliment, c'est une arachide, c'est pas grave, le système immunitaire, lui, il capote, là, il sait pas trop où s'en aller. Fait qu'il va réagir. Le premier contact, c'est la sensibilisation. Fait qu'il va réagir souvent plus au niveau du deuxième contact. Il va dégager ce qu'on appelle des immunoglobulines. C'est la genre de cellules avec les petits Y que vous voyez en bas. Qui vont, eux autres, les immunoglobulines, c'est les Y, qui vont venir se fixer sur les globules blancs. Dans le fond, là, ça, c'est les signaux d'alerte qui sont envoyés au cerveau et au corps, comme quoi il y a un danger là, en ce moment. Là. Fait que le corps, après ça, il capote, il ne sait pas quoi faire. Fait qu'il dégage les petits soldats qui vont venir attaquer le système immunitaire, qui vont venir attaquer, dans le fond, un peu partout. Donc, il va créer des chocs anaphylactiques ou des allergies qu'on appelle les allergies. Excusez-moi, hein, je vais prendre une petite gorgée d'eau. Les allergies qu'on appelle les allergies immédiates, souvent. Donc, c'est là qu'on va avoir ce qu'on appelle une réaction allergique. Les allergies immédiates, en général, c'est ce qu'on appelle le choc anaphylactique, qui est la forme la plus sévère. Il y a des réactions immédiates qui sont plus légères que ça. Donc, on va avoir souvent le gonflement des lèvres, des crises d'asthme. C'est comme la première étape avant le choc anaphylactique. Des crampes, des nausées, vomissements, diarrhée. Des écoulements nasaux, ça a l'air un petit peu spécial quand on parle de réactions allergiques, mais effectivement, les réactions allergiques, souvent, c'est un peu spécial. Ça dégage des choses dans le corps qui ne devraient pas être là. Donc, ça peut créer vraiment comme si, soudainement, on se mettait à avoir un très, très gros rhume puis on se mettait à couler du nez de façon comme abondante. Aussi, on a les chutes de tension dans les cas graves, comme souvent dans le choc anaphylactique, qui viennent aussi avec de la pâleur, des pertes de conscience, des palpitations. Et à la fin, c'est le collapsus circulatoire. Puis c'est là, dans le fond, qu'il faut injecter l'épipène. Dans le fond, l'épipène, on l'injecte quand on a plus que 2 systèmes de toucher.
Exemple, vous avez de l'urticaire sur tout le corps et vous avez des difficultés respiratoires sévères, ben, on va injecter l'épipène. Pourquoi? Ben, parce qu'il y a le système qui est cutané et le système respiratoire qui sont touchés. Aussi, si vous avez des difficultés respiratoires avec des vomissements, c'est la même chose. On a des difficultés au niveau du système respiratoire et au niveau du système digestif. Donc, c'est vraiment important, là, quand on a un épipène, il ne faut pas niaiser avec ça. Quand j'ai fait mon choc anaphylactique, moi, il y a quelques mois, je ne me suis pas injecté mon épipène. Puis quand je suis arrivée à l'hôpital, les médecins me l'ont dit, t'aurais dû, vraiment. Parce que, justement, j'avais plusieurs systèmes de toucher. J'avais de l'urticaire sur tout le corps, j'avais des difficultés respiratoires, j'avais eu des vomissements à la maison. Donc, tu sais, j'avais tous les indicateurs pour ça, mais tu sais, c'était une première pour moi aussi. Donc, c'est très désarçonnant quand on le vit. Autant pour la personne qui le vit que pour les personnes autour. Donc, on ne sait jamais trop comment réagir, à quel moment il faut le faire, à quel moment il ne faut pas. Moi, je vous dis, c'est de l'adrénaline, hein, les auto-injecteurs d'épipène et compagnie. Donc, à la limite, c'est mieux de l'injecter pour pas grand-chose que de ne pas l'injecter puis qu'il y ait quelque chose de grave qui arrive au bout de la ligne. L'injection d'adrénaline, c'est pas le traitement, OK? C'est ça, c'est important de le noter. Quand on s'injecte l'épipène, il faut aller à l'hôpital parce que l'épipène nous donne le temps nécessaire pour nous rendre. Donc, ça nous donne un 10 à 15 minutes de jeu jusqu'à l'arrivée des ambulanciers ou jusqu'à ce qu'on soit capable de se déplacer nous-mêmes jusqu'à l'hôpital. C'est vraiment important, c'est pas là pour traiter l'épipène. Il faut s'en aller à l'hôpital. Eux, ils ont des traitements efficaces qui vont éviter que la réaction revienne. Les allergies retardées ou de contact sont souvent celles qu'on qualifie d'intolérance. Donc, c'est souvent celle-là qu'on ne sait pas trop, c'est long avant de trouver l'aliment qui va causer ça. On ne saura pas trop pourquoi on fait une réaction parce que ça peut arriver plusieurs jours après l'ingestion de l'aliment. Bien, souvent, dans l'allergie retardée, bien, c'est ça, c'est celle-là qu'on qualifie d'intolérance d'hypersensibilité alimentaire. Ça peut toucher tous les systèmes ORL, neurologiques. On peut avoir le système digestif avec les crampes, les nausées, les diarrhées, les mucus dans les selles. Et on a aussi, dans les allergies retardées, ce qu'on appelle l'allergie de contact, qui va souvent être une réaction, mettons, à un produit corporel, un savon, un produit ménager, un pollen à l'extérieur, une plante. Tout ça, c'est des allergies qu'on va appeler de contact. Souvent, c'est cutané. On va devenir rouge avec de l'urticaire, ça démange. Ça, c'est ce qu'on appelle les allergies de contact, mais ça ne veut pas dire que ça ne devient pas grave comme réaction. Malheureusement, il n'y a aucun test fiable pour détecter ce qu'on appelle communément les intolérances alimentaires. Il existe les tests IgG qui sont bannis par le Collège des médecins. Dans le fond, les médecins ne peuvent pas les prescrire. Pourquoi? Parce qu'ils se sont rendus compte que ce n'était pas fiable à 100%. Puis aussi, souvent, les patients avaient les résultats et aucun suivi après les résultats. Donc, ils n'étaient pas capables d'interpréter l'ensemble des résultats. Fait que ça faisait que les parents pouvaient couper des fois là, des groupes alimentaires complets sans réussir à pallier les manques dus aux aliments qui étaient retirés de l'alimentation. Donc, ça a causé beaucoup de problèmes. Fait que le Collège des médecins a décidé de mettre ça de côté vu que c'était pas nécessairement valable à 100%. Vous pouvez toujours faire ces tests-là avec un naturopathe. Moi, je l'ai fait avec Tommy. Ça nous a vraiment beaucoup aidé. Je peux pas vous dire le contraire. Ça coûte un bras et une jambe. Mais honnêtement, nous, ça nous a vraiment permis de retrouver un petit garçon heureux et qui se sentait bien. Fait que je peux pas vous dire faites-le pas. Moi, j'ai eu une bonne expérience avec ça. Je sais qu'il y a certaines mamans qui l'ont essayé, que ça n'a pas du tout fonctionné. Donc, je crois que c'est de l'essayer et d'y aller avec notre bon jugement. Moi, ce que mon naturopathe m'avait expliqué, c'est que c'est vraiment important. C'est toujours nos observations à nous en tant que maman qui sont les plus importantes que les résultats de tests comme ça, qui ne sont pas nécessairement vérifiables. Donc, le plus important, c'est d'écouter notre instinct de maman. Donc là, on va passer sphère par sphère, puis on va parler de chacun des symptômes différents, un par un. Donc, les symptômes gastro-intestinaux, on a le reflux. Le reflux, les principaux signes qu'un enfant souffre de reflux, ça va être la voix enrouée, surtout le matin. Pourquoi? Parce que le reflux pendant la nuit vient irriter l'œsophage. Fait que le matin, l'enfant va être irrité.
il va avoir comme la gorge qui fait mal, donc il va avoir la voix comme enrouée. Même chose aussi pour les maux de gorge chroniques. Un enfant qui a toujours mal à la gorge, c'est le même principe, c'est parce que souvent c'est la nuit. L'acide de l'estomac va remonter dans l'œsophage et va venir irriter. On a aussi l'asthme nocturne, donc des enfants qui vont avoir des crises d'asthme pour rien la nuit, puis que c'est pas en lien avec un allergène, genre les acariens, la poussière ou les choses comme ça. Ça va souvent être dû au reflux, parce que le reflux a tendance à s'en aller dans les poumons pendant que l'enfant dort, donc ça peut déclencher des crises d'asthme. Le corps essaye de se défendre, il ne le fait pas nécessairement de la bonne façon, donc il va déclencher une crise d'asthme. Comme signe de reflux, on note aussi la toux fréquente, le hoquette. Tu sais qu'il y a un enfant qui a comme tout le temps le hoquette, c'est souvent un signe de reflux. Les nausées, une mauvaise haleine persistante. Ça, souvent, on le voit dans des enfants qui ont le reflux. Il y a comme une odeur d'acidité dans leur bouche. C'est comme... Moi, je trouve pas que c'est une mauvaise haleine. C'est une odeur vraiment particulière. Ça sent l'acide. Donc, c'est vraiment reconnaissable. Moi, Lucas, quand il fait du reflux, je le sais tout de suite, justement, par rapport à ça. Ça vient souvent aussi avec des problèmes dentaires. Pourquoi? Parce que comme ça remonte, la salive devient plus acide aussi. Donc, ça va causer souvent un éclaircissement au niveau des dents, un émail qui est plus fragile, des caries dentaires très facilement aussi. Les régurgitations excessives et les vomissements, c'est signe de reflux. C'est aussi un symptôme gastro-intestinal. Souvent, un ne vient pas sans l'autre. Malheureusement, reflux, régurgitation et vomissement, c'est pas mal souvent relié ensemble. Quand on voit que l'enfant il a des douleurs au niveau de l'estomac, qui va s'arquer vers l'arrière, tu sais, qu'un enfant qui boite et qui se garoche vers l'arrière, souvent, c'est signe souvent de douleur au niveau de l'estomac, de l'œsophage. Un refus de boire aussi, un bébé qui refuse de prendre le sein ou qui recrache son biberon après quelques tétées, c'est signe de douleur et donc il ne veut pas boire. Les crises de pleurs qu'on appelle souvent les superbes coliques qui vont être dues au reflux. Et on a aussi les retards de croissance, souvent dû au fait que l'enfant ne veut pas boire, donc éventuellement ça amène à une mauvaise ou une perte de poids. On a aussi l'anémie. Souvent, l'anémie, c'est assez fréquent. J'en reparle dans les signes plus poussés. L'anémie chez les jeunes enfants, c'est assez fréquent. Les enfants ont une réserve de fer qui est valide jusqu'à environ 6 mois. Après 6 mois, si l'enfant ne commence pas à refaire sa source de fer, il va tomber en anémie. Malheureusement, souvent, c'est bien rare qu'un enfant va manger assez, que ce soit en quantité ou en diversification, pour dire qu'il va réussir à combler tous ses besoins en fer. Donc, l'anémie dans les 2 premières années de vie est assez fréquente. Par contre, je ne vous parle pas d'anémie sévère. Des anémies légères, c'est assez fréquent. On vient pallier à ça, non pas par des suppléments qui sont souvent très mal pris chez les enfants, surtout avec ceux qui ont des intolérances à cause de la constipation, des maux de ventre dans la majorité des cas. Donc, on essaie vraiment toujours de pallier par l'alimentation. Il y a plein d'aliments là, qui sont riches en fer. Là, vous allez pouvoir trouver des listes assez facilement sur Internet, mais c'est de pousser ces aliments-là le plus possible, surtout si vous êtes capable et que votre enfant n'est pas intolérant. C'est vraiment important. Moi, je ne suis pas très pro-supplément dans ce genre de choses-là parce que justement, j'ai tellement vu d'enfants réagir de façon catastrophique, autant à la vitamine D qu'au fer, que je crois vraiment qu'on peut pallier par l'alimentation ou d'une autre façon que de donner des suppléments qui sont souvent vendus en pharmacie, puis on ne connaît pas trop la source de où c'est que ça vient, ces produits-là. Donc, c'est à faire attention. Puis, comme dernier signe de reflux, on a les épisodes d'apnée, des apnées du sommeil chez les nourrissons. C'est souvent dû à du reflux. C'est pas comme chez les plus grands, où ce qui peut avoir plusieurs raisons. On a aussi, comme signes gastro-intestinaux, les œsophagites éosinophiles. Excusez-moi, c'est pas facile à dire vite ce mot-là. Donc, c'est quoi ces œsophagites-là? Dans le fond, c'est au niveau de l'œsophage, il va apparaître des éosinophiles. Mettons que c'est pas une grosse surprise. Donc, comme symptôme d'œsophagite, on a chez les enfants d'âge préscolaire de la difficulté à manger, de l'irritabilité et une mauvaise prise de poids parce que l'enfant, quand il mange, ça lui fait mal. Donc, souvent, il va manger juste assez pour dire qu'il a plus faim, mais pas assez pour combler ses besoins nutritionnels au complet. Donc, mauvaise prise de poids. Chez les enfants d'âge scolaire, c'est un peu le même principe. Souvent, ils vont nous dire qu'ils ont mal quand ils mangent. Ils vont avoir de la difficulté à manger. Puis là, on va avoir aussi les nausées, les vomissements qui vont être plus fréquents chez les enfants qui sont un peu plus vieux. Chez les ados et les adultes,
On a les difficultés à avaler, c'est de la dysphagie qu'on appelle. Donc, quand on avale, ça fait mal. C'est comme si on avait toujours des couteaux dans la gorge, un peu comme quand on a du streptocoque. On y a aussi les blocages alimentaires, donc les aliments qui restent bloqués au niveau de l'œsophage. Puis dans les cas graves, ça peut causer à une hospitalisation parce qu'il faut aller débloquer les aliments. Donc, c'est vraiment à surveiller si ça vous arrive souvent. Ça vient aussi avec du reflux. C'est important de noter que l'œsophagite à éosinophile touche environ une personne sur 4. C'est vraiment très fréquent parce qu'on ne s'écoute plus de nos jours. Hein? On n'est pas du genre à prendre le temps d'écouter notre corps. Puis souvent, on mange souvent sur le pouce, un peu tout croche, puis on mange sur le fly, on arrête de se ramasser quelque chose à l'épicerie vite fait parce qu'on n'a pas le temps de souper. C'est vraiment, moi je trouve ça troublant. Une personne sur 4, c'est énorme, c'est 25% de la population qui va être touchée à un moment ou à un autre par l'œsophagite à éosinophile. Donc, écoutez-vous puis remarquez les symptômes autant chez vous que chez vos enfants. Comme autre signe gastro-intestinal, ben, on a le syndrome d'entérocolite induite par les protéines alimentaires, mieux connu, on dit souvent SEIPA, c'est plus court, et ou sinon c'est le FC en anglais. Moi, c'est le syndrome dont souffre mon grand, qui fait qu'il y a plusieurs intolérances alimentaires. Dans le fond, les enfants qui ont le SEIPA, c'est des allergies non médiées par IgE qui donnent, dans le fond, des symptômes qui peuvent aller jusqu'à l'hospitalisation. Souvent, c'est des diarrhées ou des vomissements chroniques qui mènent à une déshydratation grave. Donc, puis des chocs hypovolimiques. Donc, justement, un manque de liquide dans le corps. Donc, c'est vraiment un syndrome qui est horrible, qui est vraiment pas le fun. Nous, on est chanceux ici, on s'est toujours évité l'hospitalisation. Il faut dire que Tommy n'est pas un cas sévère de SEIPA, c'est un cas quand même relativement léger. Mais c'est vraiment pas plaisant quand on le vit à tous les jours. Donc, ça, c'est souvent, là, c'est un signe de symptômes gastro-intestinaux. C'est un système qui est très, très, très irrité. Donc, ça vient causer ce syndrome-là. Donc, on a déjà parlé vite fait des régurgitations excessives, vomissements, mauvaise prise de poids, du sang, du mucus dans les selles. Le mucus, c'est signe d'inflammation, OK? C'est pas, à proprement parler, un signe d'intolérance. C'est un signe d'inflammation. Il y a une inflammation au niveau du système digestif. Ça peut être aussi quand on a un rhume, donc il y a une inflammation au niveau du système de respiratoire des sinus ou des poumons. Et le corps, tu sais, souvent les enfants, ça se mouche pas très bien. On a beau faire le sinus rinse, mais à un moment donné, on peut pas tout enlever, donc ça peut sortir dans les selles. Les dents aussi peuvent causer du mucus. Pourquoi? Parce que les dents augmentent l'acidité du corps, donc c'est la salive devient plus irritante, donc ça peut créer du mucus. Par contre, quand on a du mucus en permanence dans les selles de nourrisson ou qu'on a du mucus à 1 mois, ben plus 1 mois ou 2, parce qu'il y a du mucus à la naissance aussi, au début, c'est un petit peu plus normal. Mais après 3 semaines, 1 mois, s'il y a encore du mucus en grosse quantité, c'est là qu'on commence à se poser des questions. Le mucus est signe qu'il y a une inflammation dans le corps. Puis quand il y a une inflammation, ben, c'est clairement qu'il y a un irritant. Fait que, tu sais, c'est là qu'il faut commencer à pousser nos recherches. Effectivement, quand on voit du sang dans les selles de notre nourrisson, c'est pas trop long qu'on commence à se poser des questions puis qu'on commence à chercher des réponses. Quand on a du sang qui est rouge, souvent, c'est du sang qui va venir d'une fissure. Donc, ça vient de la fin du système digestif, donc la fin de l'intestin. C'est du sang qui n'a pas été digéré. Par contre, là, si on commence à avoir du sang qui est noir, c'est du sang qui vient du début du système digestif. Donc, ça peut venir de l'estomac ou du début de l'intestin. Donc, là, il faut vraiment aller consulter. C'est vraiment plus grave. Ça peut être signe aussi d'une hémorragie interne. Donc, aussi, un autre des signes gastro-intestinaux, c'est les ulcères au niveau dans le fond, de l'œsophage, de l'estomac. Puis le super manque d'appétit ou le dégoût de la nourriture, parce que souvent, on a mal, ça ne nous tente pas vraiment de manger. Fait que les enfants ont tendance à repousser leur assiette, puis ils vont manger 3-4 bouchées pour dire qu'ils se satisfont un petit peu, puis ils vont repousser le reste parce que ça leur fait trop mal pour dire qu'ils continuent de manger. Dans les symptômes cutanés, ben là, on le sait pas mal tout le monde, c'est quoi de l'eczéma, de l'urticaire. L'urticaire, souvent, ça va être des petites bosses blanches qui vont venir sur le corps. L'eczéma, quant à lui, ben, c'est des plaques rouges avec des petites gales blanches secs à l'intérieur. On a aussi les prurites qui sont seulement des démangeaisons sans nécessairement qu'il y ait de plaques. C'est juste le corps qui démange vraiment beaucoup, mais il n'y a pas de boutons, il n'y a pas de plaques. C'est juste un peu spécial, dans le fond. Là. Tu vois que ton enfant se gratte, mais tu vois pas pourquoi, parce qu'il n'y a aucun signe physique qui prouve qu'il y a quelque chose qui devrait démanger. Les dermatites, c'est souvent des dermatites atopiques.
c'est la première forme d'eczéma. Souvent, avant d'appeler ça de l'eczéma chronique, on va appeler ça une dermatite. L'acné, ben, on sait pas mal tout c'est quoi. Je pense qu'on passe à peu près tout par là à l'adolescence. Mais on a aussi l'acné de nourrisson. Un acné de nourrisson qui augmente vraiment énormément au courant des premiers mois au lieu de tendre à diminuer. On peut commencer à se poser des questions. Ça vient aussi souvent avec le super chapeau ou la croûte de lait. C'est les deux signes souvent chez les nourrissons qu'on peut commencer à se poser des questions. Là. Si la croûte de lait persiste, devient vraiment plus épaisse, qu'elle s'étend, il y en a même que parfois ça vient s'étendre au niveau du visage. Donc, c'est des signes là, que le corps combat quelque chose. Le psoriasis, ben, c'est des plaques de peau épaisses qui vont se détacher un peu comme des écailles. Au début, c'est rouge, ensuite, ça devient blanc. Et ça se détache comme des écailles. Donc, c'est vraiment pas le fun, le psoriasis. Puis, c'est une maladie, dans le fond, inflammatoire systémique et chronique qui est déclenchée par le système immunitaire. Il n'y a pas de traitement particulier pour le psoriasis, sauf qu'il y a beaucoup d'études dernièrement qui ont prouvé qu'on pouvait traiter le psoriasis en gérant l'alimentation. Donc là, c'est à voir. Tu sais, quelqu'un qui souffre de psoriasis, je ne peux pas garantir qu'en gérant son alimentation, ça va partir, mais ça peut au moins aider. Et il y a toujours les super ulcères qui peuvent être au niveau de la peau aussi. Pour ce qui est de l'urticaire, là, il y a vraiment, c'est vraiment des petites enflures. Souvent, excusez-moi, j'ai accroché l'ordinateur. Ça apparaît souvent l'urticaire dans les 30 minutes après l'exposition à un aliment. C'est souvent assez rapide, que ce soit un aliment ou, mettons, une plante à l'extérieur. Il y a plusieurs types, par exemple, d'urticaire, donc je vais vous en énumérer 2, 3. Il y a l'urticaire physique qui va être après une exposition au chaud, une exposition au froid, une exposition au soleil, au vent, une pression. Souvent, tu sais, quelqu'un qui, moi, mon conjoint fait ça, je ne sais pas si vous connaissez des gens qui sont comme ça, quand tu le grattes, mettons, dans le dos avec des ongles, partout où tu as gratté, tu vois les lignes enflées. Donc ça, c'est de l'urticaire physique. Ça devient souvent très chaud à l'endroit où on touche. À l'endroit où il y a de l'urticaire, quand on touche, ça devient très chaud. Donc ça, c'est souvent lié à l'ingestion d'un aliment irritant. Ça veut dire que le corps combat quelque chose comme en permanence. Aussitôt qu'il y a un petit irritant ou un petit agresseur pour le corps, ben, le corps combat en créant de l'urticaire. On a aussi l'urticaire qui est pseudo-allergique, qu'on appelle, qui va être lié à des aliments histamino-libérateurs. Dans le fond, c'est les histamines. J'en parle là, prochainement sur la page. Je vais faire le tour avec vous là, pour vous aider à vous démêler parce que c'est quelque chose d'assez complexe, l'histamine. Mais souvent, c'est les aliments, les hormones et les médicaments qui vont causer ça. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle le pseudo-allergique. Et le secondaire qui va être déclenché par une maladie auto-immune. Donc là, on ne commencera pas à toutes les nommer, il y en a vraiment beaucoup. Mais les maladies auto-immunes, il y a aussi tous les problèmes de thyroïde, les cancers, les tumeurs et les infections, que ce soit parasitaires ou bactériens, qui peuvent causer de l'urticaire. Donc, c'est quelque chose, l'urticaire, qui peut être lié à beaucoup de choses, outre les allergies. Mais quand on voit qu'à toutes les fois qu'un enfant est en contact avec tel ou tel aliment, il se met à faire des plaques d'urticaire, on peut essayer de retirer l'aliment, voir si les plaques d'urticaire stoppent. Pour ce qui est des symptômes respiratoires, ben là, il n'y a pas vraiment d'explication à vous donner, c'est assez clair. Donc, tout ce qui est bronchite, bronchiolite répétée, la toux, les râlements chroniques, les congestions, les écoulements nasales comme à l'année. J'ai des enfants comme ça, moi ici. Donc, ça coule du nez comme en permanence. Donc, quand on voit ça, ben, on peut commencer à se poser des questions au niveau des aliments. Donc, je vais prendre une petite gorgée d'eau avant d'entamer les symptômes ORL. Encore là, comme les symptômes respiratoires, il n'y a pas vraiment d'explication à donner. C'est assez simple. Donc, sinusite, otite, pharyngite, conjonctivite, tout ce qui est en hit. Puis si ça se répète de façon non-stop, même avec des traitements d'antibiotiques, que ça finit toujours par revenir, on peut commencer à se poser des questions sur l'alimentation, surtout si on a des examens physiques qui prouvent qu'il n'y a pas de malformation ou qu'il n'y a pas de problème physique sous-jacent. C'est là qu'on va commencer à pencher sur l'alimentation. Il y a aussi, comme un peu avec le reflux, l'éclaircissement involontaire des dents, donc souvent dû à une augmentation de l'acidité du corps. Pour ce qui est des symptômes neurologiques, ben,
C'est un peu mitigé, on en entend souvent parler, mais les médecins ne sont pas nécessairement toujours d'accord, mais les intolérances, ça peut causer vraiment des signes un peu comme un TDAH, donc l'hyperactivité, de l'irritabilité, de la fatigue chronique, aussi les dépressions, les troubles du sommeil, les migraines, les pleurs intenses, comme on appelle les supercoliques aussi. Donc, parce que les pleurs intenses, qu'on appelle coliques, peuvent venir d'une migraine, d'un maux de tête, des problèmes digestifs. Donc, ils appellent ça des coliques parce qu'ils ne savent pas trop de où c'est que ça vient, mais ça peut venir de plusieurs choses. Les symptômes neurologiques, on a aussi les problèmes de concentration, puis on a les malaises vagales. Le malaise vagal, c'est un débalancement entre le système sympathique et parasympathique qui va entraîner une chute de pression et un ralentissement du cœur. Donc, souvent, la personne va avoir des faiblesses musculaires et des pertes de connaissance qui peuvent mener à des... On a aussi, excusez-moi, les maux de tête, les migraines, les sueurs, les acouphènes et les troubles digestifs. C'est toutes des choses qui viennent avec le malaise vagal. Moi, j'avais une amie qui en faisait quand on était ado, puis c'est vraiment pas le fun à voir. La personne devient vraiment super pâle, puis elle sent qu'elle va pas bien. Puis souvent, à moi, mon amie, elle tombait directement dans les pommes. Ça prenait pas 30 secondes quand elle nous disait, elle disait, je file pas. 30 secondes plus tard, elle était dans les pommes. C'était quasiment instantané. Ça peut être un signe d'intolérance alimentaire parce que les intolérances viennent surcharger le système. Donc, je vous dis pas que tous ceux qui font des chocs vagales ont des intolérances alimentaires, mais ça peut être une explication. Et on a aussi la mort subite du nourrisson. C'est comme la pire chose qui peut arriver à n'importe quelle mère. Souvent, ça va venir parce que l'enfant peut s'étouffer avec ses reflux. Le système est tellement surchargé, il ne sait plus où donner de la tête qu'on a un cas de mort subite du nourrisson aussi, on ne sait pas trop pourquoi. Donc, on s'entend qu'il y a vraiment beaucoup de symptômes différents pour ce qui est des intolérances. Il y a aussi des symptômes qui sont à long terme. Donc, à long terme, les intolérances, qu'est-ce que ça peut nous amener? Ça peut nous amener de l'anémie et souvent de l'anémie grave parce que le corps n'est pas capable de métaboliser comme il faut, dû à l'irritation, dû à la porosité de l'intestin. Donc, le corps n'est pas capable de métaboliser comme il faut les nutriments et les aliments qu'il mange. Fait que ça amène à une anémie qui est souvent sévère. Les allergies multiples, justement, les intolérances vont venir fragiliser la muqueuse intestinale. Plus la muqueuse intestinale est fragilisée, plus elle va laisser passer de protéines directement dans le sang, ce qui va augmenter le nombre d'allergies. Donc, c'est là qu'on voit quand les allergies, au lieu de diminuer avec l'âge, ont tendance à augmenter. Souvent, c'est parce qu'il va rester un irritant qui vient fragiliser le système. On a aussi les infections urinaires répétées, le diabète de type 1 ou 2, l'obésité, les vascularites. Les vascularites, c'est une inflammation des parois des vaisseaux sanguins. Les symptômes, selon les différents vaisseaux qui sont touchés, ça peut varier quand même pas mal, mais on a de la fièvre, des lésions cutanées, surtout les purpura, qui sont des taches rouges qu'on voit sur la peau. T'sais, mettons, moi, il y en a qui en ont dans le cou, il y en a qui c'est des endroits qui sont cachés, mais on le voit, c'est vraiment couleur sang. C'est vraiment juste un signe qu'il y a un vaisseau sanguin qui laisse passer du sang sous la peau. On a les douleurs musculaires, les troubles digestifs, les douleurs articulaires, les troubles urinaires aussi qui viennent avec la vascularite et les troubles respiratoires. Un autre signe à long terme, ça peut être l'hypo ou l'hyperthyroïdie, donc les problèmes de glandes thyroïdes. On voit ça quand même assez souvent. Les taux peuvent changer chez les enfants. Ça arrive souvent que pendant une certaine période, les enfants vont être soit en hyper ou en hypo. Le plus important, c'est que ça ne reste pas comme ça. Souvent, juste en contrôlant l'alimentation, on est capable de le replacer. Ça peut causer aussi des cancers, les intolérances qui ne sont pas traitées. Une irritation qui est constante sur le système digestif, ça vient irriter, ça vient sensibiliser. Donc, c'est plus facile pour les cellules cancéreuses de venir attaquer. Donc, on s'entend, c'est surtout celle du système digestif, donc estomac, foie, les intestins, du côlon, tout ce qui est système digestif, de la bouche à l'anus, ça peut provenir d'une intolérance à long terme qui est non traitée. Et aussi les maladies auto-immunes qui peuvent être causées par une saturation du système. Là, le corps se combat lui-même parce qu'il n'est plus capable de combattre le reste. Donc, maintenant, on va parler du processus. Donc, l'étape 1, c'est d'observer les symptômes. Tous les symptômes qu'on vient d'énumérer, on les regarde, on essaie de trouver
c'est quoi les aliments qui causent problème à l'aide de la rédaction du journal de bord. Le journal de bord, on en parle souvent, c'est quoi? Ben, en fait, c'est super simple. Moi, je le faisais dans un cahier ligné. Moi, je suis pas très application et trucs dans ce genre-là pour mon journal alimentaire, car sinon, je l'oubliais juste tout le temps. Fait que moi, je me laissais un cahier sur le bord du comptoir, bien à vue, là, tu sais, qui traîne, là, tu sais, aurais tendance à vouloir ramasser. Et tu notes absolument tout. Tout ce qui rentre dans la bouche de ton enfant. Si tu l'allaites, tout ce qui rentre dans ta bouche à toi, que ce soit des aliments, des médicaments, de l'eau, tu notes tout. Et tu notes tout ce qui sort. Donc, la quantité d'urine, les sels, ça a l'air de quoi, les couleurs, les textures. Tu notes aussi tous les symptômes, les dodos, la peau, s'il y a de l'acné, s'il y a de l'eczéma, tu notes absolument tout. Plus tu as d'informations dans ton journal de bord, plus tu vas être capable de regarder ça de façon objective une fois que tu vas être rendu à détecter les aliments grâce à ton analyse. Donc, quand tu arrives à l'étape 2, il faut vraiment que tu aies beaucoup de détails dans ton journal de bord pour t'aider à savoir c'est quoi les aliments qui causent problème. Comme je te dis, plus tu as des détails, plus tu vas être apte à trouver rapidement les aliments qui causent problème. Après, ben, on retire les aliments qui sont problématiques. Donc, on est à l'étape 3. On enlève ces aliments-là et on laisse une pause au système digestif. Je vais vous expliquer un peu plus tard en quoi cette pause-là est importante, mais il faut laisser un break au système après avoir retiré les aliments problématiques. Et la dernière étape, plusieurs mois plus tard, c'est la réintroduction des aliments. La détection des aliments, donc étape 1, comme je vous disais, la rédaction d'un journal de bord détaillé. Il faut vraiment en mettre le plus possible. Plus vous beurrez épais, plus ça va être facile pour vous de trouver les aliments rapidement. Ensuite, ben, on analyse ce journal-là pour essayer de détecter les aliments à problème. Ça peut être n'importe quoi. Là. Il y a des classiques qui reviennent comme tout le temps. Là. Les produits laitiers, la protéine bovine, le soya sont comme le trio d'enfer qu'on voit toujours chez les jeunes enfants. Il y a des exceptions. Là. Il y a des enfants qui ne seront pas intolérants au soya, il y a des enfants qui ne seront pas intolérants à la protéine bovine. Ça prend de tout pour faire un monde. Je ne vous dis pas que c'est automatiquement ceux-là, mais on les voit souvent sortir. On a aussi les œufs, le gluten. Il y en a là, de toutes les couleurs. Moi, Lucas réagissait au riz, aux fraises. Ça ne veut pas dire qu'un aliment est safe pour quelqu'un qui va l'être pour vous. Donc, il faut vraiment analyser de façon objective. On ne fait que lire ce qu'on a écrit. Il faut sortir de notre feeling de maman un peu pour être capable d'être objectif sur la situation qu'on a. Puis, il ne faut pas aussi lire notre journal de bord et l'analyser en fonction de ce qu'on aimerait qu'il passe puis de ce qu'on aimerait qu'il passe pas. Il faut vraiment juste prendre le temps de lire et de l'analyser. Donc, après ça, ben, c'est ça. On retire et on tente de réintroduire plus tard. L'importance de la pause, là, on le dira jamais assez. Il faut laisser une pause au système digestif après avoir retiré les aliments. On dit une pause, c'est au moins 6 à 9 mois. Et moi, je ne fais aucune et je ne conseille jamais de faire de réintroduction d'aliments qu'on a identifiés comme problématiques avant 15 mois. C'est tard, 15 mois, puis il y a beaucoup de mamans qui, quand je leur dis ça, c'est comme voyons, 15 mois, c'est donc bien tard, puis je peux pas manger de produits laitiers pendant 15 mois. Ben oui, c'est tout, si tu veux, tu peux, tout se fait. Mais il faut laisser un break au système digestif parce que les intolérances, ça vient irriter le système digestif. À long terme, cette irritation-là vient créer une porosité au niveau de l'intestin, puis il faut lui laisser le temps de se réparer. Si on ne laisse pas le temps à l'intestin de se réparer entre le moment où on retire l'aliment et le moment où on le réintroduit, ben, tes chances que ton aliment passe quand tu vas le réintroduire sont presque nulles. Il faut que tu laisses le système digestif prendre le dessus et commencer à réparer les dommages que l'intolérance a causés pendant tout le temps où l'enfant a ingéré cet aliment-là. Ça prend 6 à 9 mois avant que le corps oublie une protéine. Donc, mettons la protéine du lait de vache, ça prend 6 mois avant que le corps oublie ce que c'est. Fait que la fois d'après, quand tu réintroduis, mettons après 9 mois, tu as plus de chances que le corps finisse par accepter cette protéine-là parce qu'il va comme avoir oublié c'était quoi du lait. Fait qu'il fait un reset dans le fond. Si cette fois-là, il n'y a pas de mauvaise réaction parce que son système a été assez bien réparé, ben ta réintroduction va probablement marcher. Peut-être qu'à long terme, ça va réirriter le système, mais ça, c'est d'y aller progressivement. C'est pour ça que je vous explique ma technique de réintroduction un peu plus loin, où ce que j'y vais vraiment lentement, étape par étape.
Donc, l'introduction versus la réintroduction. On détecte souvent les premiers signes d'intolérance avant même que l'enfant mange. Fait que c'est très insécurisant pour les mamans quand on arrive au moment où il faut introduire les aliments. Puis effectivement, nos petits cocos ont tendance à être super sensibles. Donc, l'introduction, faut faire ça de façon un peu différente des recommandations qui sont faites actuellement, surtout dans les CLSC ou dans le super mieux vivre avec son enfant. Le mot d'ordre, c'est vraiment d'y aller super lentement. C'est mieux de tester plus longtemps un aliment, puis d'être vraiment sûr que ça passe, que de tester un aliment 3 jours. Ah, ben go, on passe au prochain, on passe au prochain. Si l'enfant réagit après le 5e jour, ben là, à un moment donné, ça fait déjà 3 aliments que tu as introduits. Tu sais pas c'est auquel qui réagit. Il réagissait au dernier que tu as introduit, il réagissait au premier ou celui du milieu. C'est facile de se perdre. Donc, c'est vraiment d'y aller étape par étape, super lentement. Donc, pour moi, mes recommandations pour ce qui est de l'introduction des aliments, pas de nourriture pour un enfant avant qu'il montre vraiment des signes de faim. Okay? Un enfant qui fait juste suivre la cuillère quand tu manges, c'est pas un signe de faim. Okay? C'est normal, ça fait partie du développement d'un enfant. Un enfant qui boit beaucoup vers 3-4 mois non plus, c'est pas un signe de faim. C'est normal, il y a souvent une poussée de croissance dans ces âges-là. Moi, j'ai fait la gaffe de commencer à nourrir Tommy justement à 4 mois parce qu'il buvait énormément de lait. Honnêtement, j'aurais pas dû et je l'ai regretté longtemps après. Allez-y quand l'enfant a vraiment faim. Tu sais, quand il voit votre assiette puis qu'il pète une crise puis qu'il essaye de voler ce qu'il y a dans votre assiette, là, il montre qu'il a faim. Il salive, il va vous regarder. Ah, vous le voyez, là, il a faim, il veut manger. Ça, c'est des signes de faim. Que ça soit à 4, à 6 ou à 9 mois, il faut attendre que l'enfant prouve qu'il a faim, qu'il est rendu là. Après ça, c'est 1 semaine par aliment. Allez pas trop vite. Vous allez trop vite, vous allez finir par vous perdre là-dedans. Moi, au début, avec Tommy, j'ai fait 3 jours par aliment, puis je peux vous dire qu'avec Lucas, j'ai fait 1 semaine par aliment. Pourquoi? Parce que souvent, les réactions vont apparaître après plusieurs ingestions. Fait que, tu sais, si vous commencez à y aller par 3 jours, là, à un moment donné, c'est sûr qu'on finit par se perdre ou on skip des aliments qui finalement vont hériter. Puis là, après ça, là, de commencer, plus on a d'aliments, plus c'est dur de trouver c'est lequel qui est irritant dans la gang. Fait que allez-y tranquillement. Mieux vaut y aller un petit pas à la fois que d'essayer d'aller trop vite puis de se perdre. Moi, je vous conseille vraiment de suivre la vieille ordre d'introduction des aliments qu'il y avait comme il y a 5-6 ans. Il y avait certaines classes d'aliments qui étaient classées comme étant moins irritantes. Mettons, les légumineuses étaient plus tard, les œufs étaient plus tard. Il y a certaines... Moi, j'ai toujours fonctionné comme ça, puis j'ai tout le temps eu des bons résultats, autant avec les enfants que j'ai suivis et les mamans que j'ai aidées avec leurs intolérances, que les miens. Moi, c'est toujours comme ça que j'ai fonctionné. Donc, on y parle avec les pommes, les poires, les bananes, les pêches, les mangues, les patates douces, le poulet. Je vous dis pas que ça assure des réussites, mais je vous dis que cette liste-là, au début, elle avait une raison d'être, puis c'est classé parmi le taux de réussite des aliments. Moi, j'y crois encore à cette vieille liste-là. J'ai bien de la misère avec les recommandations actuelles par rapport à l'alimentation d'introduire les œufs et les arachides en partant à 4 mois. J'ai bien de la misère. Fait que, tu sais, je mangeais de la moutarde quand j'étais petite, puis j'étais allergique aujourd'hui. Je mangeais des noix quand j'étais petite, puis j'étais allergique aujourd'hui. Fait que, pour moi, ça veut rien dire d'introduire un aliment super tôt pour pas que l'enfant soit allergique. J'ai bien de la misère à accrocher à cette technique-là. Pour moi, l'alimentation à 4 mois, aussi, je suis réticente. Je vous dis pas que c'est moi qui ai raison, que c'est eux qui ont tort, là. Je pense qu'on a chacun notre philosophie par rapport à l'alimentation de nos enfants, puis c'est important de nous respecter dans tout ça. Moi, je vous conseille cette technique-là, mais ça ne veut pas dire que c'est celle que vous allez prendre, puis ça ne veut pas dire que vous êtes une mauvaise mère parce que vous ne prenez pas ma technique non plus. Je vous explique ma technique à moi parce que moi, elle a montré ses preuves avec les enfants que j'ai suivis. Mais ça ne veut pas dire que c'est la réponse qui va fitter avec votre enfant. Mon dernier conseil par rapport à l'introduction, c'est d'éviter les céréales en partant. Je sais que c'est souvent ce qu'on nous recommande d'éviter avec les céréales, là, mais les céréales, c'est très, très dur sur le système digestif, surtout chez des enfants qui ont des intolérances alimentaires. C'est peut-être beau de commencer par les céréales pour un enfant qui peut manger ce qu'il veut et qui n'a pas d'intolérance, mais pour un enfant que son système est déjà super irrité, les céréales, c'est vraiment dur à digérer, surtout qu'elles sont pas mal toutes enrichies en fer, ce qui rajoute comme une coche au fait que c'est dur à digérer. Fait que pour moi, les céréales, là, c'est vraiment plus tard. Allez-y comme vers 9 mois, mais vraiment pas en partant.
La réintroduction, ben, c'est d'un jour ou l'autre, il faut retenter des aliments qui causaient problème à un moment donné, savoir si le système digestif est assez maturé pour être capable de les tolérer. Mais on n'aime pas ça, hein, voir souffrir nos enfants parce qu'on tente de leur donner un aliment puis que finalement, ça passe pas. Fait que c'est pour ça, je vais vous expliquer ma technique à moi, qui est une technique vraiment lente, vraiment douce. Là. Vous n'allez pas me trouver le fun, là, mais c'est vraiment long réintroduire un aliment. Mais au moins, avec cette technique-là, si jamais il y a des réactions, ben, votre enfant réagit vraiment moins. Puis les réactions ne dureront pas pendant 10 ans non plus. Là. En tout cas, le moins possible, on essaye. Ça va vraiment vous aider à ce que les réactions soient moins intenses. Donc, on commence une petite quantité, mettons une cuillère à soupe, pendant 2-3 jours. Puis ensuite, on prend une pause de 3 jours. Après ça, on augmente la quantité et on donne durant 5 jours. Faut vraiment là, voir si à l'accumulation, l'enfant ne se mettra pas à réagir. Et on reprend une pause de 3 jours. Après ça, on donne l'équivalent d'une demi-portion. Fait que, mettons, exemple, une portion complète de protéines, c'est 30 ml. Mais là, on va donner 15 ml. On aurait pu commencer pour une protéine, mettons, à 5 ml. Allez-y, de toute façon, vous êtes capable de juger là, en fonction de ce que vous donnez. Les légumes, les portions sont plus grosses. Donc, on commence avec une plus grosse quantité. Donc, on donne à peu près l'équivalent d'une demi-portion durant 7 jours et on prend une pause de 3 jours encore. Donc, les petites pauses qu'on donne entre chaque étape, c'est vraiment pour voir si l'enfant est capable d'éliminer l'aliment convenablement après avoir arrêté d'y en donner. Parce que souvent, les signes vont commencer à arriver après qu'on ait arrêté l'aliment. Pourquoi, je ne sais pas souvent, mais ça arrive assez fréquemment chez des enfants que j'ai suivis. Là, je l'ai vu souvent. Fait que moi, c'est pour ça que je suggère tout le temps une pause de 3 jours là, entre les différentes étapes. Après ça, bien, on donne une portion durant une à 2 semaines, selon la fréquence à laquelle l'aliment va être donné. Mettons les œufs, souvent quand on commence à introduire les œufs, on va en mettre partout. On va en mettre dans des morceaux, on va en mettre dans des pains, dans des bord-tentes, dans des déjeuners, on en met un peu partout. Et pour ce qui est des œufs, je recommande plus une introduction sur 14 jours. Si, mettons, c'est plus un légume ou une protéine, c'est bien rare qu'on va manger la même protéine à tous les jours pendant 3 semaines. Fait que, tu sais, une introduction sur 7 jours, ça peut être convenable. C'est à vous de juger ensuite à quelle fréquence l'aliment va être donné à l'enfant, puis d'y aller, on s'entend intelligemment aussi à travers tout ça. Donc, la technique de réintroduction est lente. C'est long, c'est un processus qui est quand même assez complexe. Mais en cas d'échec, les réactions sont vraiment moins intenses. Fait que, ça permet vraiment là, de limiter là, les souffrances que peut subir notre enfant quand il réagit. Pour ce qui est de s'adapter en cuisine, comment qu'on fait? Parce que c'est pas toujours facile. Il y a plusieurs sources, il y a plusieurs ressources, il y a plusieurs sites, il y a bien des affaires là, qui peuvent nous aider quand on a des intolérances ou des allergies. Mais c'est bien rare que ça va être adapté à tout le monde. Il y en a qui peuvent les œufs, il y en a qui peuvent pas, il y en a qui peuvent le lait, il y en a qui peuvent pas, il y en a qui c'est gluten, le soya, les arachides, il y en a qui c'est vegan, il y en a qui... À un moment donné, c'est dur de trouver quelque chose qui fait vraiment avec tout le monde, puis qu'il n'y a vraiment rien à changer, surtout quand on rentre dans les intolérances au gluten, au soya, au maïs, au gluten, au bœuf. C'est facile de se perdre quand on arrive dans des sites comme ça qui ne sont pas nécessairement spécialisés. Les multiples intolérances, on s'entend quelqu'un peut être intolérant au riz, l'autre non. C'est vraiment difficile de trouver un site ou une ressource qui peut nous aider. Donc, c'est pour ça qu'on a créé les ateliers personnalisés pour enfin avoir une solution qui est adaptée à toi, à ton enfant et à sa famille. Donc, nos ateliers, qu'est-ce que ça inclut? Ça inclut un livre de recettes qui contient des recettes qui vont du déjeuner au dessert, à la collation, qui sont vraiment adaptées à tes intolérances, aux allergies que tu as à gérer chez toi, mais qui correspondent aussi à tes goûts. Parce qu'avant les ateliers culinaires personnalisés, on a une rencontre où on discute de qu'est-ce que vous aimez manger à la maison, qu'est-ce que vous n'aimez pas, les saveurs qui vous plaisent. Donc, c'est vraiment là, 100% personnalisé pour toi. Quand tu as ton cahier, ton livre de recettes, dans le fond, à l'intérieur, tu vas aussi retrouver une liste de produits commerciaux qui sont safe selon ton régime. Donc, des trucs que tu peux acheter qui vont te faciliter la vie là, au quotidien. Aussi, des produits de remplacement pour les intolérances que tu as à la maison. Donc, si ton enfant est intolérant aux produits laitiers, tu vas avoir une liste de remplacement pour les produits laitiers. Et aussi, tu vas avoir la liste des ingrédients à éviter. Tu vas avoir aussi là, une copie qui va être détachable, plastifiée, que tu vas pouvoir mettre dans ton portefeuille. Donc, ça va tout être inclus dans ton livre de recettes.
Donc, comme je vous disais, on se rencontre pendant 1 heure afin de voir vraiment là, tes besoins à toi, c'est quoi que t'aimes, c'est quoi que t'aimes pas. Vraiment, là, les goûts de tes enfants, parce que, tu sais, souvent, on va passer bien du temps à essayer des recettes pour leur faire plaisir, puis il n'y a pas personne qui veut les manger, parce qu'on se rend compte que c'est pas mangeable. Fait que moi, j'essaie de vous éviter ça, là, les 58 millions de décès, puis on s'entend que le stock là, contre les allergies, c'est du stock spécialisé, bien souvent. Hein? C'est pas trop long que la facture monte assez rapidement. Fait que moi, je veux pas vous, je veux vous faire sauver de l'argent au bout de la ligne. Parce qu'en jetant des recettes que t'as mis 1, de l'énergie, 2, du temps, puis 3, ben de l'argent à préparer, c'est vraiment pas le fun, c'est démoralisant. Fait que je te comprends de pas nécessairement tout le temps avoir le goût de passer 3 heures dans ta cuisine. Mais là, dans le fond, je viens chez toi avec toutes les courses nécessaires, puis on passe 3 heures ensemble à cuisiner. Mais aussi, je vais être là pour répondre à tes questions. Je vais être là, on peut faire le ménage de ton garde-manger si tu en as besoin. Tu sais, je viens vraiment chez toi, on cuisine, on jase, on a du fun, on rit. On décompresse un peu à travers tout ça. Puis, tu sais, je vais être là pour répondre à tes questions, puis vraiment t'aider à te familiariser avec ce super monde-là. Fait que c'est ça. On rit, on jase, on a du fun, puis tu pars avec plein de connaissances, mais aussi les recettes qu'on va avoir faites, ben ils vont être à toi, là, tu vas pouvoir les congeler, et tu pourras avoir des mets là, dans le congélateur qui vont pouvoir te sauver la vie quand tes soirs vont être pressés. Puis moi, ben je magasine, si mettons toi, ta conviction, si tu veux que tes aliments soient bio, moi c'est inclus là aussi, je fais la sélection des aliments en fonction des valeurs de tout le monde. Fait que c'est impossible, moi, je pense, d'avoir un atelier qui répond aux besoins de tout le monde. On a des ateliers thématiques, mais c'est pas monté pour répondre à une intolérance plus qu'à une autre. Les ateliers culinaires, c'est vraiment différent parce que c'est personnalisé pour toi. Il n'y aura pas de recettes qui ne te conviennent pas, que tu vas avoir à adapter. Tu n'auras pas à te casser la tête pour faire ça parce que je vais déjà tout l'avoir fait. Mais tu sais, c'est pas parce que toi, tu as des intolérances à gérer que ça va être les mêmes intolérances que le voisin. Fait que c'est pour ça que moi, je trouvais vraiment que c'était important de vous offrir quelque chose de personnalisé pour répondre à vos besoins parce que tout le monde est différent. Puis les situations d'une maison à une autre sont vraiment toujours super différentes d'une place à l'autre. Fait que c'est pour ça que j'y tenais vraiment et que je vous offre maintenant ce service-là. Et maintenant, c'est l'heure du cadeau. Donc, je suis vraiment contente. Ça fait longtemps que je pensais à vous l'offrir. J'étais contente de mettre ça finalement que le webinaire soit au mois de mars, fait que je vous ai mis ça un peu plus tard. Donc, vu que vous êtes inscrite au webinaire, que ça soit en live ou si vous écoutez la rediffusion, vous pouvez profiter d'une consultation gratuite de 30 minutes avec moi. Vous avez jusqu'à mercredi prochain, soit le 7 mars, pour réserver votre séance. Votre séance, vous pouvez la prendre à peu près quand vous voulez, mais vous devez la prendre avant le 7 mars. Passez ça. C'est plate, mais le cadeau est écoulé. Donc, vous avez jusqu'au 7 mars. Vous pouvez réserver directement sur la page Facebook ou sur le site Internet via Go Rendez-vous. Donc, vous avez les boutons « Prendre rendez-vous ». Donc, vous avez juste à cliquer là-dessus. Je vais vous envoyer le lien aussi dans le courriel avec la rediffusion. Donc, vous allez pouvoir profiter de votre 30 minutes gratuit. Donc, ça ne vous oblige à rien, là. Puis, je ne vous fais pas de speech de vente pendant cette 30 minutes-là. Cette 30 minutes-là, il est pour vous. On parle de vous, de votre enfant, des solutions que vous avez besoin, des recettes si c'est ça que vous voulez. On parle vraiment de ce que vous voulez. Le but, c'est que vous l'utilisez comme vous voulez, puis c'est de vous aider le plus possible. Donc, je vais fermer le partage d'écran et pour aller voir le chat, voir si vous avez des questions. Fait que si jamais vous avez des trucs qui vous mijotent dans la tête, c'est le temps de nous envoyer ça dans le chat. Fait que je vais aller voir ça. J'espère que vous avez apprécié le webinaire. Donc, je vais aller essayer de trouver